côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire... Ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté il craignait qu'en ouvrant les portes... Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. par exemple, la Vetus Latina du reste des Alta. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tire de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. Le directeur adjoint, ou ensuite les deux directeurs de la recherche et des études, Christine Bénard et moi-même, le secrétaire général Bonjour Monique Trédé, je vous remercie beaucoup de votre participation à ce projet. Vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure de jeunes filles, vous êtes agrégée de grammaire, vous avez ensuite mené une belle carrière de langue et littérature grecque à l'université et à l'École normale supérieure, et vous avez occupé des postes à responsabilité au sein de l'École normale, à savoir directeur de la recherche et des études littéraires, puis directeur adjoint. Et c'est sur tout ce parcours que nous aimerions beaucoup que vous puissiez nous donner votre témoignage. Tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée d'entrer à l'école normale ? Alors, j'appartiens à une génération qui avait la chance d'avoir un enseignement secondaire qui préparait absolument à toutes les voies possibles d'ensuite dans l'université. Ayant été une très bonne élève, je dois l'avouer, tout à fait conformiste sûrement, mais enfin, prix d'excellence, 6e, 5e, etc. Très naturellement, la question des classes préparatoires était le complément ou la direction, l'orientation naturelle pour ce type de cursus. Alors mon père aurait voulu avoir une fille matheuse, et comme je ne suis pas très sérieuse, je m'amusais beaucoup, j'adorais la littérature, et je m'amusais beaucoup plus à lire, dévorer des livres qu'à faire des mathématiques. J'aimais bien les mathématiques. En première à prime C, puisque à l'époque cette filière existait, j'avais constaté, ayant le 2e prix de mathématiques, ce qui honorait mon père, que ma camarade qui avait le 1er prix allait beaucoup plus vite que moi, vraiment à faire les exercices, semblait nager là-dedans. Cette camarade est entrée ensuite à Sèvres comme cacique de sa promotion. Et je dois dire que je me suis dit, avec mon tempérament ludique et peu sérieux, que je m'amusais beaucoup en littérature, et donc je suis naturellement allée en Hippocagne. Alors, je dois dire que mes parents auraient eu une fortune suffisante, et vous allez voir à quel point je suis peu sérieuse. J'aurais très bien envisagé une vie de dessinateur et de pratique des langues vivantes. J'adorais les langues vivantes et j'adorais dessiner. Mais comme mes parents ne pouvaient pas m'offrir une vie aussi pleine de loisirs, j'ai trouvé que finalement, continuer à faire de la littérature était une voie à la fois sérieuse et agréable, vu mon tempérament. Voilà comment je suis entrée en Hippocagne. Mais l'Hippocagne était dans la continuité naturelle des études secondaires au lycée. Et je vais vous risquer un aveu indécent, je crois que je n'ai jamais autant dansé que l'année d'Hippocagne, pour vous montrer à quel point ça n'était pas ce que c'est devenu pour nos jeunes camarades aujourd'hui, qui m'expliquent que leurs années de classe préparatoire, et je le constate, sont des années de travail infernal, où ils ont le sentiment de découvrir des tas de choses que nous avions découvertes depuis la classe de 6e. Chaque année, nous étudions une pièce de Molière, de Corneille, de Racine, depuis la classe de 6e. Donc, quand on demande à un candidat à l'école normale aujourd'hui de nous raconter la fin d'Iphigénie, de Racine, et qu'il n'y parvient pas, ou d'Andromaque, pour nous, il n'y avait aucun effort à faire. Nous avions intégré cette littérature depuis notre plus jeune âge. Donc c'était une continuité, je dirais c'était naturel, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis posé la question entre lettres et sciences, mais pas plus. Il n'y avait pas de normalien dans votre héritage familial ? Pas du tout, pas du tout. C'était plutôt une famille d'ingénieurs du côté de mon père, et au fond de commerçants, artisans du côté de maman. Vous étiez parisienne ? Oui. Absolument parisienne. Parents parisiens des deux côtés, grands-parents des deux côtés. Donc,
C'est original quand même. Donc effectivement, ce n'était pas un déracinement de Pas du venir tout. à l'école normale. Non, pas du tout. Comment avez-vous vécu ce concours? Avec la même légèreté? Ça n'a pas été quelque chose de traumatisant ou... Non, les études étaient passionnantes, donc joyeuses. Le concours, quand on a la chance d'être reçu au premier concours, on est plutôt calme et flegmatique la première fois. On se dit, bon, éventuellement, je recommencerai une seconde, deuxième fois, mais sûrement pas 3. Et puisque j'ai eu la chance d'être reçu du premier coup, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Et quelle a été votre impression une fois reçue du niveau de l'enseignement, des enseignants, de l'atmosphère? Alors écoutez, il est vrai que j'étais parisienne, comme vous l'avez rappelé, donc je n'étais pas coupée de mon contexte familial et amical, mais moi j'ai beaucoup aimé Sèvres. Alors je sais qu'un certain nombre de mes camarades, même de promotion, ont détesté ce lieu, et moi je m'y suis beaucoup amusée. C'est peut-être aussi un trait de tempérament. J'ai trouvé qu'il y avait certes un côté couvent ou collège des oiseaux assez charmant, bon, avec des secrétaires générales originales, mais il y avait aussi entre camarades une atmosphère très détendue, plutôt détendue, avec évidemment les drames habituels. Quand vous avez une collectivité, vous avez obligatoirement des moments difficiles ou tragiques. Bien. Mais il y avait aussi beaucoup de moments de distraction et de plaisir, y compris dans les réunions syndicales, religieuses, etc. Il y avait, ce qu'on oublie souvent, une place faite au sport qui n'était pas négligeable. Et Madame Dury était une directrice suffisamment lointaine pour ne pas gêner les ébats des Sévriennes, quand elle le souhaitait. Par ailleurs, contrairement à ce que pensaient nos camarades de la rue d'Ulm, qui croyaient incarner la liberté d'esprit, je trouve qu'à Sèvres, une certaine forme de liberté d'esprit régnait. Ce n'était pas la même, mais un aspect, par exemple, caractéristique est que je ne crois pas que dans mes camarades de promotion, il y en ait eu une qui ait songé un jour à entrer à l'académie. Ce qui, pour le choix des conférenciers qui venaient à l'école normale de jeunes filles, à l'école normale supérieure de jeunes filles, simplifiait beaucoup les choses. Car quand vous songez que tel membre éminent de l'Institut ne peut pas recevoir un jour ou admettre l'idée que peut-être on pourrait passer le flambeau à des successeurs plus jeunes, eh bien, il y avait une forme, de ce point de vue, je dirais, aux yeux des Sévriennes, de sclérose rue d'Ulm qui n'existait pas à Sèvres. Alors, cela dit, il y avait des liens entre les deux écoles, c'est-à-dire qu'un certain nombre des séminaires organisés pour les Sévriennes étaient fréquentés par les plus hardis de nos camarades de la rue d'Ulm. Et inversement, j'ai suivi les séminaires de Fernand Robert, qui était l'homme célèbre de la tragédie grecque et qui faisait son séminaire rue d'Ulm, dans une atmosphère tout à fait sympathique, sans l'ombre d'une difficulté. L'école était ouverte, les deux écoles étaient ouvertes. Il y avait même le lieu où les camarades normaliens pouvaient faire le mur pour entrer à Sèvres après, je ne sais plus, 9h ou 10h du soir. Donc, à tout point de vue, ces écoles étaient ouvertes et les relations étaient existantes, mais très variables selon les personnalités. Et les enseignements que vous avez suivis? Alors, à cette époque-là, une bonne partie de la formation se faisait à l'université. Et en dehors de certains séminaires que je viens d'évoquer, de certains conférenciers qui venaient soit à Ulm, soit à Sèvres. Par exemple, nous avions à Sèvres des conférences de Pierre Chantraine, qui étaient très amusantes, qui nous initiaient de manière très fantaisiste à la linguistique grecque, arrivant un jour avec un ticket de métro. Il habitait dans le 14e arrondissement, un peu plus bas, et il disait « J'ai bien pensé à vous ». Voyez, d'ailleurs, dans le métro, j'ai griffonné, il avait son ticket de métro, et il y avait le thème dont il allait nous entretenir lors de ce séminaire. Bien. Donc, il y avait des conférenciers tout à fait éminents. Nous avons eu des conférences de Raymond Veil, nous avons eu des conférences de Pierre Chantraine, de Raymond Veil, beaucoup d'historiens et d'archéologues qui se succédaient et qui n'avaient pas honte de venir enseigner à Sèvres. Vous pensez que certains auraient pu avoir honte? Non, mais par exemple, quand j'ai pu, en tant que caïmane, d'abord à Sèvres, puis ensuite rue d'Ulm,
invité certains de nos éminents savants, j'ai constaté que, par exemple, Jean-Pierre Vernant, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration, avait très volontiers accepté de faire des séminaires rue d'Ulm et jamais à Sèvres. Il m'avait aimablement promis qu'il viendrait, il n'est jamais venu. Bon. Donc il y avait quand même des réticences. C'était moins, comment vous dire, c'était moins valorisant de venir faire un séminaire à Sèvres que de venir le faire rue d'Ulm. Et du même coup, nous avions des personnalités très libres d'esprit. J'en profite pour rebondir sur une question que j'ai posée à plusieurs personnes. D'où vient le terme caïman, de votre point de vue? Vous me posez des questions auxquelles je suis incapable de répondre. Incapable. Vous avez eu une bonne réponse? Non. Non. Jean Lalo m'a dit, voilà, c'est comme ça. Et... Je ne sais pas. Mais voyez à quel point ils ont été généreux. On a créé un féminin, caïman. Oui, ça m'a étonnée d'ailleurs. Est-ce que je suis opposée à la féminisation des noms de fonction? Vous voyez le problème existentiel qui est le mien aujourd'hui. Je comprends parfaitement, j'adopte la même position. Est-ce que, comme Ulm avait son folklore, qui était effectivement le lexique, la cour aux Ernest, la visite sur les toits, etc., est-ce qu'il y avait quelque chose de similaire à Sèvres? Alors il y avait une semaine ou une soirée, je ne sais plus, d'intronisation en quelque sorte. C'était très bon enfant, très gentil. Alors, comme en province, il y avait quand même des classes préparatoires déjà parfois mixtes, ou en tout cas des liens beaucoup plus étroits entre les futurs normaliens, par exemple au lycée Masséna à Nice, les futurs normaliens et futures sévriennes se connaissaient parfaitement. Bon. Donc le folklore d'Ulm avait des teints sur Sèvres, et les quelques rares chants qui adorent les normaliens étaient également connus des sévriennes. Mais il est vrai que nous n'avions pas cette religion du folklore et que nous n'avions pas ce genre de, je dirais, de rituel passant de génération en génération. Chaque promotion faisait une petite soirée d'accueil, parfois, avec parfois quelques petits tests amusants, mais c'était très bon enfant, hein, très... ça n'avait pas le côté officiel, je dirais, et garanti par l'histoire et par l'âge que ce folklore à rue d'Ulm. Quels sont les enseignants qui vous ont le plus apporté, le plus marqué dans votre parcours? Alors, j'ai eu de merveilleux professeurs en hippocagne et en cagne, merveilleux, et en particulier de grec. Hélène Vincent Taillarda, sévrienne, Geneviève Berthière, extraordinaire en latin et en grec, sévrienne, Marthe Guémant, sévrienne, c'était vraiment des gens remarquables. J'ai eu en philosophie Claude Codos qui était parfaite et charmante. Donc en classe préparatoire, je trouve qu'il y a eu des gens passionnants, ce qui faisait que le travail qui était intense, surtout en cagne, réservait quand même de grands moments de plaisir. Et à l'université, alors évidemment, il y a eu, pour moi, Pierre Chantraine était quelqu'un d'extraordinaire, et Jacqueline de Remilly était quelqu'un, évidemment, qui m'a beaucoup marqué, parce que on ne s'ennuyait pas à ces cours. Il faut quand même admettre qu'il y a un certain nombre de cours très savants, très érudits, et où on apprend énormément, mais où on sent le temps passer, pour ne pas dire plus. Et lorsqu'on allait, on savait qu'on irait à un cours de Jacqueline de Remilly, on savait qu'on aurait sûrement un moment de fou rire et qu'on ne s'ennuierait pas une minute et qu'on ne perdrait pas son temps parce qu'elle avait un sens aigu de ce qui était utile à son public. Donc oui, j'ai eu d'excellents... En littérature française également, Pierre Larthomas, qui était conférencier à Sèvres, était une merveille comme professeur. Apprenait à expliquer en tant que linguiste n'importe quel texte de la littérature française en déchaînant l'enthousiasme, vraiment. J'ai eu aussi quelques professeurs de littérature à la Sorbonne qui étaient des gens éminents. Et nous allions aussi, ce qui j'espère se maintient, écouter les cours du Collège de France qui pouvaient nous intéresser. Alors certains, parce que, je suis allée, quand j'ai décidé de faire du grec, je suis allée écouter les cours de Louis Robert aux hautes études et au Collège de France, mais pour le plaisir, on pouvait également aller écouter des cours de littérature française, des cours pour le simple plaisir. Et comme je le rappelais, comme j'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, c'était d'autant plus merveilleux que c'était gratuit. C'est-à-dire que nous n'avions aucune unité de valeur à faire comptabiliser. Enfin, nous y allions pour le plaisir, aussi bien aux hautes études qu'au Collège de France.
Qu'est-ce qui a dicté votre choix de l'agrégation de grammaire? Vous auriez sans doute pu passer l'agrégation de lettres classiques. Ce choix a été très raisonné. D'abord, j'adore la linguistique. Et puis, je dois avouer, ce qui était, paraît-il, très mauvaise décision de ma part, on me l'a fait remarquer à Sèvres, je me suis mariée avant l'agrégation. Et je m'étais dit qu'imposer une année d'agrégation à son jeune mari était une possibilité, mais que 2, ça n'était pas envisageable, et que donc je devais être reçue du premier coup à l'agrégation. Et j'ai préparé l'agrégation de grammaire avec une camarade de l'école, Françoise Levaillant, que j'ai plaisir à nommer, qui a fait ensuite une très belle carrière au CNRS en histoire de l'art. Elle préparait l'agrégation des lettres, je préparais l'agrégation de grammaire. Nous travaillions ensemble, car le travail en équipe s'organisait très aisément à Sèvres et était encouragé par nos caïmanes. Je dois nommer Simone Follet, qui faisait tout pour nous simplifier le travail, nous aider. Elle était très, très ambitieuse, donc elle donnait parfois des programmes d'études un peu impressionnants, mais elle était toujours là pour nous aider et pour justement encourager ce travail d'équipe. Et finalement, ça s'est bien terminé, puisque Françoise Levaillant a été cacique de l'agrégation de lettres et moi cacique de l'agrégation de grammaire. Pendant votre scolarité à Sèvres, avez-vous eu envie de vous inscrire à la bibliothèque d'Ulm? L'envie était toujours présente. Il fallait quand même avoir des motifs particuliers pour être inscrit à la bibliothèque d'Ulm à cette époque-là. L'accès à la bibliothèque était facilité par le fait que Simone Follet, caïmane de grec, à Sèvres, et Pierre Petit-Mangin se connaissaient bien. Et que Pierre Petit-Mangin ne dédaignait pas, je faisais avec beaucoup de gentillesse et de générosité, de faire profiter les Sévriennes de sa science. Moi, je l'ai, en tant qu'élève, eu plusieurs fois comme conférencier. Et du même coup, nous pouvions, lorsqu'il y avait des raisons légitimes, c'est-à-dire la nécessité de consulter tel ou tel livre qui n'était pas disponible à la bibliothèque de Sèvres, à la bibliothèque de Sèvres, on avait quand même une bonne base pour l'agrégation et la recherche au niveau du diplôme, qui est devenu le master, l'agrégation, peut-être la première année de thèse, donc il y avait quand même une base sérieuse. Il y avait la bibliothèque de la Sorbonne, bien sûr, et sur demande légitime, nous pouvions avoir un accès, mais un accès, je dirais, ponctuel, à la bibliothèque de la rue d'Ulm. Une fois agrégés, les choses changeaient. C'est-à-dire que nous pouvions avoir accès, et M. Petit-Mangin était soutenu dans sa tâche par Francine Kretzoy, qui siégeait généralement face à la porte d'entrée de la salle historique de la bibliothèque et vérifiait que les autorisations étaient légitimes, posait des questions avec beaucoup d'énergie. Et du coup, cette bibliothèque vous a été utile dès le début de votre parcours? Dès le travail de thèse, indiscutablement, oui. Et cette bibliothèque, qui plus est dans nos disciplines, c'est-à-dire les sciences de l'Antiquité, reste une merveille par son fond, je dirais, ancien. Tant de choses paraissent aujourd'hui qu'il est difficile de suivre le rythme des parutions. Les crédits ne vont pas non plus croissant autant qu'on le souhaiterait. Mais à l'époque, c'était, et c'est encore, de par ce fond ancien qui est très précieux, vraiment une ressource qui reste, je crois, très appréciée, même de nos collègues et confrères étrangers. Est-ce que mai 68 est passé par Sèvres? Bien sûr, mai 68 est passé par Sèvres. De manière, je dirais, délicate. C'est-à-dire qu'un certain nombre des bustes du hall d'accès qui n'existe plus, puisque maintenant c'est l'école d'économie de Paris qui bénéficie d'un magnifique bâtiment. Donc ces quelques bustes ont été légèrement peinturlurés. Et un certain nombre de cours ont été interrompus. Et je me rappelle qu'en 69 ou 70, je crois que je faisais un cours d'agrégation à Sèvres, et les perturbateurs ont frappé à la porte avant d'entrer, ce qui était typique de Sèvres, et je les ai accueillis en leur disant que quand on voulait interrompre un cours, il n'était peut-être pas, c'était très délicat à elles de prendre la peine de frapper. Donc ça n'a pas donné lieu, si vous voulez, à une révolution au sein de l'école, mais évidemment, chacun individuellement a participé à mai 68. Moi-même, je me souviens, j'étais jeune agrégée à l'époque, je me souviens avoir sillonné Paris en vélo, puisqu'il n'y avait plus d'essence, avec beaucoup de plaisir, mon mari et
des amis, on allait d'un séminaire à l'autre, on retrouvait les amis. C'était un moment d'effervescence auquel il était impossible de ne pas être mêlé. Mais est-ce que mai 68 a eu des répercussions, ne serait-ce que dans la discipline, dans l'habillement des jeunes filles à Sèvres? Est-ce qu'elles ont eu beaucoup plus de liberté après? Je n'ai pas remarqué. Nous n'étions quand même pas le couvent des oiseaux. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup discuté à un moment donné de ma carrière avec la veuve d'Ignace Meyerson. Oui. Et elle m'expliquait qu'elle avait été enseignante dans le secondaire et que du coup elle avait pu enfin se mettre en pantalon et arrêter de porter des chapeaux et des gants pour aller faire sa classe. Et je me demandais s'il y avait ce genre de modification, un peu plus de liberté. Écoutez, honnêtement, il n'y a rien eu de si net, en tout cas à Sèvres même. Je me rappelle que quand j'ai passé le concours d'entrée, notre professeur de classe préparatoire, Marthe Guément, était dans le couloir avec des paires de gants qu'elle passait à ses élèves pour que celles-ci aient l'air de jeunes filles bien élevées lorsqu'elles allaient passer leur... Mais ça nous faisait rire à l'époque, déjà. Hein. Donc, je n'ai pas remarqué qu'il y ait eu, ni dans l'attitude, ni dans les habitudes vestimentaires des Sévriennes, un avant et après 68 vraiment notable. Vous êtes revenu très vite à Sèvres après en être parti. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à revenir enseigner si vite après Ça votre n'a rien départ? d'universitaire et c'est très simple. J'ai eu la chance d'être envoyée par Pierre Chantraine à Aix-en-Provence. C'était merveilleux d'enseigner à Aix-en-Provence à l'université. Qui plus est, on était entouré de normaliens et de sévriennes, donc on se sentait chez soi. Et les étudiants étaient charmants. Charmants. C'est une époque où, là aussi, l'enseignement secondaire faisait son travail, et donc les étudiants que nous avions étaient de bon niveau. Et je me souviens qu'on avait plus d'une centaine d'étudiants qui préparaient la licence. Bon, tout ceci a bien changé. Malheureusement, mon jeune époux, qui lui était économiste, n'a pas trouvé le poste de ses rêves dans le Midi. Et donc, quand on m'a proposé de revenir à l'École normale supérieure, mon mari étant lui-même installé à Paris, c'était plus simple. J'ai accepté dans l'enthousiasme. Voilà. Bien sûr. Je n'ai pas regretté parce que j'y ai passé des heures d'enseignement très, très heureuses avec ces jeunes femmes intelligentes, travailleuses. Je pense que si on me demande quels ont été mes souvenirs d'enseignement les plus épanouissants, c'est peut-être à Sèvres que je les ai eus. Ah oui. Le samedi matin, à Sèvres, on pouvait commencer un cours à 10h et le terminer à 13h ou 13h30, c'était merveilleux. Les séminaires et cours d'agrégation étaient des moments de plaisir. Je crois pour les élèves aussi, j'espère. Certaines ont eu la gentillesse de le dire. Vous êtes l'une des seules personnes, enfin vous faites partie des très peu nombreuses femmes que nous allons rencontrer, donc qui sont passées par Sèvres au cours de cette enquête. Pourriez-vous nous parler un peu de l'organisation de l'école pendant ces années d'enseignement, de la directrice, de l'équipe pédagogique? Alors, l'organisation de l'École normale supérieure de Sèvres était très différente de celle de la rue d'Ulm, parce que nous avions comme directrice Madame Dury. Madame Dury était professeure à la Sorbonne, ainsi que son époux, Marcel Dury, normalien, et elle considérait que ce folklore normalien était une très bonne chose, mais qu'enfin, il fallait que les écoles normales supérieures aient le même type que les gens qui y enseignaient aient le même type de cursus que les universitaires. Et du même coup, Madame Dury avait obtenu du ministère la création de postes, à l'époque on parlait de maître assistant, qui est devenu maître de conférence, et même de certains postes de professeurs. Alors que rue d'Ulm, on restait sur la tradition bien établie des caïmans qui veillaient sur le cursus de leurs étudiants. Donc, indiscutablement, il y avait des différences. Et ces différences ont créé quelques soucis du côté de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm lorsqu'il a été question de la fusion des deux écoles, évidemment. Alors, un certain nombre de caïmans, et on pouvait les comprendre, n'ayant aucune envie de voir leur travail supervisé, ou en tout cas géré, même de loin, par les professeurs qui venaient de Sèvres, ce qu'on peut très bien comprendre. Cela dit, à l'intérieur même de l'école, la gestion était assez libérale.
j'ai le souvenir qu'agrégé répétiteur ou maître de conférence ou jeune professeur, lorsque nous nous réunissions, chacune avait son franc-parler. Et cela, nos collègues de la rue d'Ulm n'avaient pas l'air de l'imaginer. Donc il y avait quand même une démocratie, dirais-je, directe également à Sèvres, malgré cette superstructure liée au type de poste qui étaient les types de postes universitaires. J'espère que je suis suffisamment claire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la directrice donc était Madame Dury. Oui. Ensuite, c'était Madame Serre. Ensuite, ça a été, Madame Serre, qui avait comme adjointe Simone Follet. Ouais. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'elles deux? Oui. Alors, Madame Serre était quelqu'un de très énergique. Donc, pour ma part, je me suis très bien entendue avec elle. Et qui réglait les problèmes au moment où ils se posaient. Simone Follet était quelqu'un de très... qui souhaitait réfléchir beaucoup avant de régler les problèmes. Donc il y avait parfois des petites difficultés d'adaptation entre les visions des choses de l'une et de l'autre. Bon. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas que les Caïmans en souffraient. Alors bien sûr, nous pouvions être maîtres assistants ou agrégés, mais nous étions quand même considérés comme Caïmans. Je dirais tout ça restait administratif en quelque sorte. Et la gestion interne de l'école de Sèvres était sans doute moins éloignée de ce qu'imaginaient nos camarades normaliens, moins éloignée de ce qu'elle était rue d'Ulm, contrairement à ce qu'imaginaient nos camarades normaliens. Car évidemment, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, il y avait le directeur et la confrérie des Caïmans qui s'exprimait avec beaucoup de force face au directeur. Nous, c'était plus nuancé, mais je crois que c'était quand même assez démocratique. Vous l'avez évoqué, pourriez-vous nous parler de la fusion? Parce que vous l'avez totalement vécue. Alors, on m'a souvent demandé de parler de la fusion, et je commence toujours par dire que pour ma part, j'y étais opposée. Parce que il s'est passé exactement ce que nous avions prévu, donc il n'y a pas à pleurer, c'était prévisible, ça a été prévu, et ça s'est passé. Ça a laminé le rôle des femmes dans l'enseignement des classes préparatoires scientifiques. C'est-à-dire que les sévriennes, plus de 30 sévriennes, 30 à 35 sévriennes, rentraient chaque année dans la division des sciences à Sèvres. Et évidemment, il y a dans une promotion de scientifiques aujourd'hui infiniment moins, je dirais proportionnellement, de jeunes femmes qu'il y en avait à l'époque. Alors très souvent, certaines faisaient des carrières universitaires, mais un grand nombre d'entre elles choisissaient d'enseigner en classe préparatoire. Et toutes ces possibilités de poste pour des jeunes femmes scientifiques s'étaient étiolées en quelque sorte. Nous l'avions prévu, ça s'est passé. La fusion n'a pas consisté à rassembler en un seul concours le même nombre de postes? Le nombre de postes était inférieur? Alors, il y a eu plusieurs étapes. On a d'abord, si je ne me trompe, décidé que les épreuves seraient les mêmes pour les deux concours, mais sans fusionner les concours. Ensuite, on a fusionné les concours. Et il y a eu des grands débats entre nos directeurs respectifs et leur tutelle, le ministère, pour obtenir qu'il n'y ait pas de diminution drastique des postes. Bon, ceci a été obtenu. Mais la répartition des sexes, selon les disciplines, a évidemment été ce que nous songions. Alors, il y a eu un bon maintien. Moi, je craignais qu'il y ait eu une grande déperdition de garçons pour les concours littéraires. Apparemment, quand un jeune garçon a une vraie vocation littéraire, il sait la défendre. Donc, il n'y a pas eu de catastrophe de ce point de vue du côté des littéraires. Mais du côté des mathématiciennes en particulier, il y a eu une déperdition de filles tout à fait notable. Et je souris maintenant quand je vois tous les efforts que font nos camarades normaliennes pour essayer de recruter et de convaincre les jeunes filles de faire des classes préparatoires scientifiques. Mais comment l'explique-t-on? C'est une disparition de la vocation? C'est une manière d'aborder les concours qui est différente et qui est au désavantage des jeunes filles? Mais l'un de mes grands amis mathématiciens me dit qu'en fait, ce qui
gêne les jeunes filles au niveau des classes préparatoires, c'est la rapidité, qu'elles ont besoin d'un peu plus de temps. Et lui, qui a enseigné très longtemps à Paris 6, me dit qu'en fait, on voit des résultats merveilleux si on laisse les jeunes femmes mûrir un peu plus longtemps avant de s'orienter vers la recherche, vers une recherche très poussée. Et qu'on obtient ensuite des résultats pratiquement équivalents, dit-il. Mais il y a un délai de maturité qui semblerait un peu plus long. Ça, moi, je n'y connais rien. Je vous donne l'avis d'un de mes amis qui a passé l'essentiel de sa carrière à Paris 6. Donc il y a ça, il y a, je ne sais pas, peut-être un moindre attrait, je ne peux pas vous dire. Ça, c'était... Mais j'ai beaucoup regretté cette possibilité pour les sévriennes, enfin, pour les normaliennes, de devenir professeur de classe préparatoire. C'était d'excellents professeurs de classe préparatoire. Et il y a sans doute une immersion plus grande, je veux dire, dans le rôle d'enseignant, je crois qu'il y a chez les femmes, alors c'est peut-être une idée saugrenue et qui sera évidemment... réduite à néant par l'évolution historique, et d'ailleurs je le souhaite, mais il y a un intérêt porté directement aux étudiants ou aux élèves. Je l'ai constaté aussi dans l'enseignement supérieur. Je trouve que beaucoup de femmes s'occupent beaucoup de la carrière de leurs étudiants et de leurs jeunes doctorants. Mon mari appelait ça mon service après-vente, et ce service après-vente, il y a un terme d'économiste, prend beaucoup de temps. Enfin, je sais que j'ai un bon nombre de collègues qui y passent beaucoup de temps. Je ne suis pas sûre que la proportion de messieurs à passer ce même temps, ça existe, hein, ça existe. J'ai un certain nombre de collègues masculins qui s'occupent beaucoup de leurs doctorants et de leurs jeunes docteurs. Je ne sais pas si c'est aussi répandu, je n'en sais rien. En tout cas, pour les classes préparatoires, je trouve que les sévriennes scientifiques faisaient un merveilleux travail. Vous nous avez parlé de la fusion du point de vue des élèves. On remarque votre souci d'enseignante, chevillée au corps. Mais comment s'est passée cette fusion entre les équipes pédagogiques ? C'était très variable selon les disciplines. Très variable. En ce qui concerne les langues anciennes, nous sommes toujours un peu marginaux, nous les antiquisants, et donc les rapports entre les deux départements, aussi bien à Sèvres et à Ulm, était déjà bien établi. Je connaissais bien Alain Le Boulbec. Il nous est arrivé de préparer des cours ensemble et de nous passer un cours sur deux, vous voyez, lorsque nous étions pris dans un travail de recherche. Donc l'entente était très solide et très ancienne. Donc lorsque Alain Le Boulbec est parti aux études et a laissé Philippe Hoffmann lui succéder, les rapports avec Philippe Hoffmann ont continué avec dans le même type de climat. Jean Lalo connaissait très bien Hélène Vérel, qui était son homologue à Sèvres. Je dirais que dans le domaine des sciences de l'Antiquité, ça s'est bien passé. Ça n'a pas toujours été le cas. Je crois qu'en histoire, ça ne s'est pas mal passé non plus, car Françoise Autran, qui était professeur, avait beaucoup de délicatesse. Et donc, c'est très bien entendu avec Jacques Verger, ils travaillaient dans le même domaine. Leurs rapports sont restés très amicaux, là aussi, ils se connaissaient bien. En littérature française, ça a été plus difficile, parce que nous avions un professeur qui était Madame Cazeran, qui était une femme charmante, mais qui faisait un peu ancienne école, ancienne critique. Et la rue d'Ulm était quand même le lieu de l'évolution de la critique moderne. Et quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration, qui est Michel Charles, hein, et qui a vraiment, je dirais, sacrifié sa carrière, au fond, à l'école. C'était pas un sacrifice, il était très heureux. Mais il aurait pu aller enseigner en Suisse, enfin... Moi, je l'aurais aussi bien vu au Collège de France. C'était quelqu'un d'absolument remarquable et qui tenait son département. Donc, les rapports ont été moins faciles. Madame Cazeran a bientôt rejoint la Sorbonne. Béatrice Didier, qui est la courtoisie même, a ensuite été élue rue d'Ulm. Donc, les choses se sont passées, je dirais, avec courtoisie. En philosophie, je crois aussi que les choses se sont passées avec courtoisie, mais il fallait évidemment, de part et d'autre, de grands efforts de courtoisie. Ça n'a pas toujours été naturel, et ça, on peut le comprendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de problème de surnombre, d'une certaine manière ?
Est-ce qu'il n'y a pas des... Vous savez, les choses j'ai découvert à cette occasion que les choses s'équilibrent, je dirais, avec un peu de temps, presque naturellement. C'est-à-dire que moi qui étais maître de conférence, c'est vrai, très bien dans ce métier, la disparition de la thèse d'État aidant et l'ironie de la famille et des amis disant la thèse d'État va disparaître, elle n'aura toujours pas soutenu sa thèse, ont fait que, par exemple, j'ai soutenu ma thèse et ensuite je suis partie enseigner à Rouen. Donc il y a eu beaucoup de changements de ce genre. Un certain nombre de nos collègues ont été élus dans d'autres universités. Donc petit à petit, cette fusion a été digérée, dirais-je. Voilà. Certainement, certaines personnalités ont souffert parfois, ça je veux bien le croire. Et vous aviez envie de rester à l'école normale? Moi, je suis partie à Rouen. Vous êtes partie à Rouen? Je suis partie à Rouen. Et ensuite, vous êtes revenu? Pardon? Et ensuite, vous êtes revenu? Alors, je suis partie à Rouen et j'ai été très heureuse à Rouen. J'avais des étudiants charmants. Mais pour défendre l'existence du grec dans une université, il fallait faire beaucoup de présence administrative. Cette présence administrative était plus ou moins passionnante, je dois dire. Bon. Et quand il y a eu un poste purement administratif qui s'est libéré rue d'Ulm, je me suis dit, tant qu'à faire de l'administration, autant le faire dans un lieu où ce sera plus intéressant. Et voilà pourquoi j'ai été candidate à ce poste. D'accord. De toute manière, je dois vous dire que je reste professeur dans l'âme et que ce poste, je l'ai tenu pendant 6 années. Et quand je l'ai quitté sans l'ombre d'un regret, avec un plaisir inouï de retrouver le travail de la recherche et de l'enseignement, qui est quand même un travail où l'on est d'une liberté, mais sans égale. Et donc vous êtes revenu pour être directeur de la recherche et des études littéraires. Je suis revenu à Paris, en effet, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, pour tenir ce poste, et j'ai été recrutée par Jacques Lautmann. Oui. Qui a été le plus charmant des directeurs adjoints à l'époque, qui m'a accueilli très généreusement et avec beaucoup de sympathie, et qui était quelqu'un qui savait prendre les décisions. Et j'ai beaucoup admiré Jacques Lautmann pour ça. Quand on prend beaucoup de décisions, on peut faire des erreurs. Nous avons tous certainement fait des erreurs dans les décisions que nous prenions. Mais il est très utile aussi de savoir prendre des décisions, et quitte à faire parfois quelques erreurs. Et en particulier, c'est lui qui a lancé ce dossier que moi j'ai ensuite géré, mais qu'il a lancé, c'est-à-dire l'informatisation du catalogue de la bibliothèque. Donc, je sais gré à Jacques Lautmann d'avoir eu la hardiesse de me faire venir et d'avoir su prendre des décisions. Quel était le rôle d'un directeur de recherche littéraire? Alors, le rôle du directeur de recherche et des études était surtout de s'occuper des élèves. Et ça, c'était, je dirais, c'est le point qui reste positif dans ces années. Je passais bien au moins, pas loin de 3 jours par semaine, à recevoir des élèves. Et j'avais la chance d'avoir comme assistante Martine Bonaventure, qui est à la fois la fiabilité, la discrétion et l'intelligence incarnée, et qui savait accueillir les élèves, leur demander exactement ce qu'ils souhaitaient, et qui, du même coup, me facilitait beaucoup les choses. Bon. Et je recevais, alors là, très régulièrement et très souvent des élèves, car les élèves arrivent à l'école, parfois de province, découvrent Paris, et on leur demande de faire très vite des choix engageant leur avenir. Et je dois dire que s'il y a un point sur lequel je crois que j'ai été utile, c'est d'abord de savoir les écouter, ensuite de les rassurer, car l'inquiétude existe, bien qu'ils aient été reçus dans cette prestigieuse école, les rassurer, et enfin les convaincre qu'on avait le droit de prendre 1 an de congé, 1 an de stage, pour vérifier que telle était bien la vocation de leur vie. Et là, je crois que j'ai quand même aidé un certain nombre d'entre eux. Lorsque je leur donnais 1 an de congé pour aller voir ce qui se passait à Sciences Po, par exemple, et pour savoir s'ils devaient préparer l'ENA
ou non? Eh bien, j'ai eu un certain nombre d'historiens, c'était souvent les historiens qui se posaient la question, qui ensuite sont revenus, ont fait des carrières de recherche absolument magnifiques, et sans regret, car ce qui est très pénible, je trouve, dans une carrière, c'est d'avoir des regrets en disant « j'aurais dû à tel moment ». Donc j'ai été sur ce point, je crois, peut-être un peu laxiste, mais je ne le regrette pas. Que pouvez-vous nous dire des lieux de sociabilité de cette école? Alors, il faudrait demander aux élèves, en fait. Il faudrait demander à ceux qui ont été élèves pendant cette période. Le pot, quand j'étais caïman à Sèvres, je l'évitais, le pot de la rue d'Ulm, aussi d'ailleurs que le pot de Sèvres, parce que devoir, alors qu'on fait sa recherche, qu'on fait des cours, prouver au moment du repas qu'on est aussi intelligent que le voisin m'a toujours semblé une fatigue inutile. Bon. Donc, je fiais le pot de ce point de vue. Je dois dire que pour un certain nombre de départements, par exemple pour l'organisation des choses en archéologie, quand les archéologues se retrouvaient autour d'une table au pot, c'était très précieux. Ça gagnait beaucoup de temps, mes camarades archéologues me l'ont expliqué, et j'ai pu ensuite le constater quand j'ai eu ce poste administratif. Dans certains cas, ça pouvait faciliter les choses et permettre des mises au point en dehors de toute réunion officielle qui faisait gagner beaucoup de temps. Donc, il faut rendre hommage au pot de ce point de vue. C'était sympathique aussi d'y retrouver des amis. Lorsque j'ai beaucoup aimé les repas que j'ai dû prendre ensuite avec des scientifiques. Je sais par exemple que nous attendons maintenant, grâce à eux, de telles invasions de microbes que le pire est le plus sûr. Bon. Donc ça a des côtés très sympathiques. Il est vrai que l'organisation actuelle des services n'a pas l'air de faciliter autant ces réunions amicales, informelles, où des problèmes administratifs pouvaient au fond se régler sans réunion officielle. Maintenant, je pense que la sociabilité à l'école, c'est surtout le fait des élèves. Et en fait, c'est l'une des choses, mais pour ça, tous les directeurs que j'ai connus qui sont succédés, que ce soit Jacques Lautmann, que ce soit Étienne Guyon, et avant lui, le directeur scientifique, M. Poitou, tous les directeurs y ont veillé et ont toujours pris bien soin que cette sociabilité entre les élèves puisse exister. Il y avait les cours de gymnastique qui étaient une merveille et dont certains des camarades de ma génération gardent des souvenirs émus. Et je crois qu'aujourd'hui ça fonctionne différemment, mais que ça fonctionne également très bien. Alors à Sèvres, ça n'était pas organisé, c'était beaucoup plus informel. Je pense que celles de mes camarades qui ont détesté Sèvres n'ont pas pu ou su ou voulu s'intégrer dans soit le groupe Tala, soit les syndicats, etc. Bon, moi j'étais parisienne, donc j'étais privilégiée. Je me suis beaucoup amusée à Sèvres. La sociabilité pouvait exister. Le climat était différent, c'est certain. Pouvez-vous nous parler des organes décisionnaires qui existaient à Ulm lorsque vous êtes arrivée comme directrice de recherche ? Alors, il y avait l'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient le directeur adjoint, ou alors ensuite les deux directeurs de la recherche et des études, Christine Bénard et moi-même, le secrétaire général de l'école et Pierre Petit-Mangin, qui était la mémoire et, à mes yeux, le conseiller irremplaçable de l'école normale supérieure. Donc, ces petits conseils du lundi matin, si je ne me trompe, permettaient de faire chaque semaine le tour des problèmes qui se posaient, qui arrivaient, qui étaient... Et ça, c'était très précieux. Alors, il y avait bien sûr les éléments, les réunions officielles des conseils scientifiques et des conseils d'administration. Mais pour le suivi de la vie de l'école, les petits conseils étaient quelque chose de très, très, très important à mes yeux, comme je crois aux yeux de tous ceux qui y participaient. Il existait aussi un grand conseil, non ? Alors, il y avait peut-être plus à cette époque, mais... Je ne sais pas. Moi, j'ai connu les petits conseils du lundi matin, et puis les conseils d'administration et les conseils scientifiques qui ont pris de plus en plus de poids. Et puis, ensuite, toutes les réunions administratives avec l'administration de l'école, le service logistique. Bon. Il y avait aussi toutes les réunions avec les services des élèves. Donc, les réunions administratives ne manquaient pas. Mais pour ce qui était de la vision, je dirais, d'ensemble et du climat qui pouvait régner à l'école à tel ou tel moment,
Nous avons connu, Christine Bénard, Étienne Guyon et moi-même, l'occupation de l'école pendant une quinzaine de jours. Enfin bon, les petits conseils restaient quelque chose de très très précieux pour évaluer le climat et voir quels étaient les problèmes qui surgissaient au quotidien. Quels sont les dossiers les plus importants que vous avez eu à défendre et qui vous ont tenu à cœur pendant cette vous savez, responsabilité? Le type de questions qui se posent dans ce type de poste, l'essentiel, c'est le concours. Premier problème, le concours. Bon. Donc il faut que le concours se passe bien. Moi, j'ai connu les débuts de l'unification des concours entre, dans certains domaines, comme les sciences sociales. Le concours des sciences sociales a été réuni avec Cachan et l'École normale supérieure, qui est devenue l'École normale supérieure de Lyon. Bon. Donc là, il y a des tas de réunions avec le ministère, il y a des réunions avec les directeurs des autres écoles. Les concours, c'est évidemment un dossier très important. Nous avons été, pour des raisons d'économie, amenés à faire une fusion des épreuves et un élargissement des bases de données des concours. Je ne suis pas sûre que l'école en profite, que ce soit très positif pour l'école normale supérieure prise comme petite entité, mais nous n'avons pas eu le choix. Donc, ça, c'est le premier dossier important. Le deuxième point important, c'est celui des recrutements. Alors, le directeur de la recherche et des études ou directeur adjoint a la haute main sur les recrutements d'agrégés répétiteurs. Il est évident qu'il y a une consultation des départements. Bon. Ça, je crois qu'il faut y faire très attention. Je crois que l'un des mérites de cette école, et ça demeure, est d'avoir des enseignants jeunes. Et donc, j'étais très préoccupée par le recrutement des agrégés répétiteurs. Et le troisième point a été, évidemment, l'informatisation du catalogue de la bibliothèque. Et sur ce point, Jacques Lautmann ayant lancé l'opération, j'ai dû la mettre en œuvre. Je dois dire que je rends hommage à Madame Ablin et à toute l'équipe qu'elle a su réunir autour d'elle. J'ai été également très aidée, et là je tiens à le dire, et à le remercier publiquement par Emmanuel Leroy-Ladurie, qui avait eu le même type de problème à résoudre à la Bibliothèque nationale et qui très gentiment a mis son expérience au service de sa vieille école de la rue d'Ulm. Bon. Il a fait ça avec beaucoup de générosité, en sorte que Étienne Guyon, qui était inquiet de voir qu'une littéraire avait ce dossier en main et qu'elle allait faire n'importe quoi, a fait contrôler prudemment nos décisions, mais a fini par nous laisser les mains libres. Donc je crois qu'aujourd'hui encore, on est plutôt content de ce qui s'est passé à ce moment-là et des choix qui ont été faits. Apparemment, le catalogue est très consulté et dans de bonnes conditions, d'après ce que je constate. Donc ça, c'était l'un des très gros dossiers. Comment s'est passée la collaboration avec M. Petit-Mangin sur ce dossier? Alors, M. Petit-Mangin est, comme toujours, la sagesse, la discrétion même. C'est-à-dire qu'il avait demandé à Mme Ablin de piloter la question, et il va de soi que, aussi bien de la part de Mme Ablin que de moi-même, nous lui rendions compte. Mais c'est à la fois l'une de ses grandes qualités et de ses qualités qui nous impressionnent et nous mettent, je dirais, presque mal à l'aise. Il est si délicat et si discret qu'une fois qu'il avait compris, qu'il était au courant, il faisait confiance. Et donc les choses se sont passées très simplement et naturellement. Il a fait tout un travail exploratoire de son côté. Je crois, pour cette informatisation. Oui, nous avons tous été mis dans le bain sans préavis, en quelque sorte, oui. Et donc, effectivement, ça a été un travail qui s'est fait sur plusieurs versants, par plusieurs personnes en même temps. Absolument. Et vous faisiez des réunions Ah oui, des réunions nombreuses. Très nombreuses. Oui. Et ma collègue Christine Bénard, qui était directrice de la recherche et des études scientifiques, a été très précieuse aussi, parce qu'elle participait à un bon nombre des réunions et elle pouvait donner son avis. Pouvez-vous nous brosser, à partir de cette expérience et d'autres, le portrait de M. Petit-Mangin en tant que directeur de la bibliothèque? Écoutez, c'est très difficile parce que nous allons énumérer des compliments qui vont le mettre mal à l'aise. C'est l'un des points qui me soucie. C'est évident. Qui me soucie quand je parle de M. Petit-Mangin, c'est vraiment sa discrétion et sa modestie. Premièrement, c'est un très grand savant. Et vraiment un magnifique savant, et qui a préféré, je dirais, faire de cette bibliothèque l'instrument qu'elle est devenue sous sa houlette,
inspiré vraiment. Et faire partager sa science aux jeunes générations de normaliens, car il faut bien se rendre compte qu'un certain nombre de mes confrères à l'Institut sont des élèves de Pierre Petit-Mangin qui sans doute n'auraient jamais rejoint l'Institut s'ils n'avaient pas été à l'école formés par Pierre Petit-Mangin. Donc, je dois dire que je regrette beaucoup qu'il ne soit pas à l'Institut. Je trouve qu'il le mérite pleinement. Il a été un merveilleux directeur de la bibliothèque. Alors, évidemment, soutenu, aidé, épaulé par monsieur et madame Boulez. Donc à eux trois, ils formaient un triumvirat extraordinaire. Madame Boulez étant en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui, le DRH, n'est-ce pas, le directeur des relations humaines de la bibliothèque. Et monsieur Boulez et monsieur Petit-Mangin, qui travaillaient le dimanche en bibliothèque, hein, très régulièrement, ont géré cet instrument merveilleux avec un talent... et en même temps, je dirais, une ouverture à la modernité, parce que M. Petit-Mangin a été parfaitement favorable à l'informatisation du fichier de la bibliothèque. Je veux dire, il n'y a pas eu de frein de sa part, pas du tout. Donc on ne peut que lui rendre un hommage admiratif, quitte à le mettre mal à l'aise. Et quel rôle jouait-il dans l'équipe de direction ? Alors, la même chose, il jouait un rôle très discret, mais il était très présent. Je dois dire que, et je crois que Marianne Bastide a les mêmes souvenirs, lorsque j'ai débarqué dans ce poste d'administration, qui est quand même très prenant, parce que comme il y avait beaucoup de temps passé avec les élèves, il fallait quand même aussi faire des comptes rendus de réunions, etc., etc. Donc nous étions l'une et l'autre, elle-même habitait ici, moi heureusement j'habitais encore chez moi, ce qui permettait de s'aérer le soir, bien. Nous étions très souvent jusqu'à 9h du soir dans le bureau, hein, car entre 7 et 9, on a un peu de temps pour rédiger. Et je me rappelle les visites régulières de Pierre Petit-Mangin avec sa baguette avant d'aller dîner pour discuter avec lui de manière informelle, mais toujours très précieuse, des diverses évolutions ou des problèmes récents qui s'étaient posés, etc. Et je dois dire que je dois à M. Petit-Mangin ma connaissance de l'historique de l'école de la rue d'Ulm. Il était la mémoire de l'école. Et c'est quand même très précieux pour éviter les erreurs de décision trop peu méditées, d'avoir quelqu'un qui vous rappelle qu'à telle époque, on avait tenté ceci, et que peut-être on pourrait regarder dans telle direction. Donc ça a été un conseiller, je dirais, officieux, mais non moins précieux. Diriez-vous que c'était une éminence grise, d'une certaine manière ? A-t-il joué le rôle d'une éminence grise ? Oh non, ça c'est un terme qui n'est pas agréable. Non, non, pas d'éminence grise. Non, vraiment de conseiller amical, toujours en qui on peut faire une parfaite confiance et dont on sait que le plus souvent il est bien inspiré. Sa fidélité à l'école était garante de ses conseils. Absolument. Sa fidélité à l'école, sa fidélité à la bibliothèque et aussi, je dirais, son immense intelligence. Je me rappelle l'époque où, considérant que quand même M. Poitou, pour ne pas le nommer, avait une vision trop peu nuancée de l'instrument de travail que représentait la bibliothèque, Pierre Petit-Mangin a eu l'idée géniale de créer un conseil des sages. Ce conseil des sages, formé de personnes éminentes, dont Jacqueline de Remilly, un certain nombre de membres de l'Institut, d'anciens professeurs de classe préparatoire, devenait, je dirais, un rempart en quelque sorte entre les initiatives toujours fulgurantes de Georges Poitou et les réserves que pouvait, sans les formuler nettement, ressentir Pierre Petit-Mangin. Et donc, non seulement c'était un sage, en quelque sorte, mais c'était aussi quelqu'un qui savait organiser ses défenses quand c'était nécessaire. Est-ce que pendant votre passage dans ces postes à responsabilité, l'école a été menacée par le ministère dont elle dépendait? L'école est sans cesse menacée. Pourquoi, de votre sans point de cesse vue? menacée. Mais parce qu'elle est, d'abord, elle est une survivance ancienne, hein, et elle n'a pas, elle est, si vous voulez, en quelque sorte trop petite, en quelque sorte,
C'est le mauvais côté de l'élitisme, dira-t-on parfois. Elle est trop petite pour se défendre en tapant sur la table. L'époque où le directeur de l'école normale supérieure pouvait taper sur la table et dire au ministre ce sera ainsi, cette époque est révolue. Elle a été révolue, je crois, après Georges Pompidou, quelque chose comme ça. Bon. Donc, l'école est sans cesse menacée avec des arguments qui ne me semblent pas fondés en raison, mais qui peuvent recueillir une large adhésion. Claude Allègre, par exemple, avait de très mauvais rapports avec l'école normale supérieure, parce qu'il s'était fait coller à l'école. Bon, très bien. Ça n'avait pas empêché d'avoir son laboratoire de recherche très tôt, mais il en voulait à l'école normale supérieure, ce qui n'a pas facilité les relations entre le ministère et la direction de l'école, Étienne Guyon et moi-même. Je me rappelle une réunion où Claude Allègre, revenant aux affaires, après un moment d'interruption, avait considéré que tout ce qui s'était passé en son absence n'existait pas. Et que, par exemple, l'INALCO allait devoir s'installer rue d'Ulm, que l'école de la rue d'Ulm allait devoir changer, reprendre les projets d'élargissement qu'il avait lancés quelques années plus tôt, mais qui avaient été abandonnés à la suite de son départ du ministère. Alors évidemment, ça donne quand même pas mal de soucis à l'équipe de direction. Et comme il y a aussi une rotation des ministres qui peut être relativement rapide, je crois que j'ai connu 3 ministres de l'Éducation nationale, comment vous dire, il faut à chaque fois prendre le temps d'expliquer ce qu'est l'école. Il faut faire de la pédagogie auprès de sa tutelle et aller suffisamment souvent au ministère pour faire cette pédagogie, pour prendre le temps de découvrir les quelques personnes qui vont reconnaître que le ministère a peut-être en effet intérêt à s'intéresser à ce qu'elle représente. Je dois dire que c'est l'élément réconfortant de cette vie un peu fatigante et répétitive, c'est que quel que soit le ministère, j'ai toujours fini par trouver quelqu'un qui accepte de nous entendre. Et je rendrai hommage de ce point de vue à Francine de Michel, qui a été directeur de l'enseignement supérieur à l'époque d'Allègre, et qui a très vite compris, alors comme on avait fait un portrait très très impressionnant, très vite compris ce que représentait l'école, ce que représentaient les laboratoires scientifiques de l'école, ce que représentait la tradition philologique et littéraire de l'école littéraire, et qui nous a soutenus avec beaucoup d'énergie face à son ministre. Donc, ma vision est mitigée, si vous voulez. On perd beaucoup de temps à faire de la pédagogie, à chaque changement de ministre, à chaque changement d'équipe, mais il faut reconnaître que, en tout cas, durant les 6 années que j'ai connues, j'ai toujours fini par trouver quelqu'un de l'entourage du ministre qui accepte de nous entendre et de s'intéresser à l'école. Cela dit, je crois que la vie a été encore plus compliquée après notre départ. Qu'est-ce qui lui était reproché? D'être cher? D'être cher et par trop élitiste. Car si vous osez dire, quand même à le faire un de mes confrères, qu'il n'y a pas de mode de recrutement plus démocratique que le concours, eh bien c'est une phrase qui passe aujourd'hui pour une provocation. On peut le comprendre, parce que l'enseignement public ne permet plus cette sélection naturelle et non traumatisante des élites. Nous avons, pas moi d'ailleurs, mais j'ai parmi mes amis un bon nombre d'amis dont le grand-père était fils de paysan ou fils d'artisan et qui a suivi avec des bourses une formation qui partait de l'école primaire et qui lui a permis d'aller ensuite éventuellement jusqu'à devenir ministre, mais en passant par l'école normale supérieure. Donc il y avait un système d'ascension sociale relayé par tout le système d'enseignement. Ceci n'étant plus vrai, on comprend que les objections faites à l'existence de telles institutions qui avaient tout leur sens quand tout convergeait vers elles, reçoivent une écoute plus favorable. Des années 70 à nos jours, la bibliothèque a beaucoup évolué.
Pourriez-vous nous parler de ces points forts, de ces points faibles, de cette évolution, de comment vous l'avez vécu, vous, en tant que chercheur ? Vous savez, moi, ma recherche a commencé dans les années 70, justement 67. Bon. Donc, c'était là aussi une époque, je dirais, de continuité. Ce que je constate, c'est que le slogan qui avait guidé Pierre Petit-Mangin dans sa manière d'accueillir de nouveaux lecteurs, qui était oui aux individus, non aux institutions, n'est plus valable. À partir du moment où un statut vous donne accès à, évidemment, le climat d'ensemble change. Donc la bibliothèque a énormément évolué de ce point de vue. Elle s'est ouverte à un grand nombre un lectorat beaucoup plus important. Je crois que c'est inévitable. Ce que je pense, c'est que tôt ou tard, il faudra, c'est d'ailleurs déjà entamé, mais qu'il y ait une coordination entre toutes les bibliothèques de la place parisienne. Parce que la bibliothèque de la rue d'Ulm elle-même ne peut pas suivre, vu les prix des abonnements, alors vu le nombre des publications, même dans nos disciplines, il est impossible de suivre avec les crédits que nous avons aujourd'hui. C'est compensé par l'accès à tous ces éléments informatiques, le J-Store, etc., tous ces abonnements, mais qui ruinent aussi les bibliothèques. Donc c'est en partie compensé, c'est un monde tout à fait nouveau et pour lequel moi je suis d'une antiquité, moi-même. Donc là, j'espère que nos jeunes collègues sauront à la fois maintenir ce qui fait l'aspect précieux de cette bibliothèque comme instrument de travail. Pierre Petit-Mangin disait toujours, et il avait raison, c'est le laboratoire de recherche pour les littéraires, et en même temps ouvrir aux instruments nouveaux, aux lecteurs nouveaux. Je crois que c'est indispensable, mais je suis trop vieille pour vous faire de la prospective. Pourriez-vous la comparer à une autre bibliothèque, dans toutes celles que vous avez fréquentées? Ça m'est très difficile, parce que, je crois que la bibliothèque de l'EHESS, qui est maintenant à l'INHA, fonctionne très bien. Je sais qu'il y a eu un regroupement là, de la bibliothèque de Glotz, enfin toutes ces bibliothèques autour de la Sorbonne que nous fréquentions allègrement, allant de l'une à l'autre. Donc ça, je crois que la fusion d'un certain nombre de fonds s'est très bien faite. C'est une bibliothèque fort utile qui complète la bibliothèque de la rue d'Ulm. Je veux dire, les deux me semblent, en tout cas pour les productions contemporaines complémentaires, la bibliothèque de la rue d'Ulm gardant son fonds ancien qui est irremplaçable. Je ne sais plus trop ce qui se passe à la Sorbonne, je dois vous l'avouer, et je ne sais pas non plus ce que vont devenir ces nouveaux centres, Condorcet, etc. Là, il faudrait consulter de beaucoup plus jeunes collègues que moi. Vous continuez à la fréquenter fréquemment? Celle de la rue d'Ulm, bien sûr, c'est le paradis pour nous, vous savez. Vous êtes académicienne, vous avez aussi accès à la bibliothèque de l'Institut? Oui, bien sûr, qui est une merveille également. Ça, je dois dire. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Mais la bibliothèque de la rue d'Ulm, d'abord, c'est toute notre jeunesse, il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Et puis, oui, on s'y sent chez soi, sauf quand les codes changent de place, mais enfin, on s'adapte. Le plaisir et l'obstacle au travail, si vous voulez, sont qu'on y retrouve tous les anciens élèves et que, du même coup, mieux vaut emprunter un livre que penser qu'on va le découvrir, qu'on va pouvoir lire 10 articles dans l'après-midi, comme on le faisait jadis. Mais c'est un lieu privilégié. Je me rappelle avec émotion le moment où Pierre Petit-Mangin, ayant considéré que finalement je faisais à peu près mon travail, m'a remis une clé de la bibliothèque pour que je puisse le dimanche ou le soir tard aller consulter tel ou tel livre. Alors là, je me suis dit, c'est vraiment un signe de gratitude et de gentillesse et de générosité. C'est une confiance énorme. Voilà, et de confiance énorme. Donc ça, vous voyez, ça fait partie de mes souvenirs éblouis. Voilà. Au-delà du fait que c'est la bibliothèque de votre jeunesse, est-ce que vous continuez à la fréquenter aussi assidûment alors que vous avez accès à d'autres joyaux? Vient du libre accès? Écoutez, bien sûr, j'y vais régulièrement. Comme je vous le disais, au lieu d'y travailler sur place, ce que j'ai fait très longtemps, et avec beaucoup de plaisir, parce qu'on va prendre un livre, un autre, c'est une merveille pour ça. Et quand je vois tous ces jeunes étudiants qui travaillent comme nous le faisions, malgré la présence des ordinateurs, ce qui ne gêne en rien,
Je me réjouis de cette continuité. Bon, moi j'emprunte maintenant des livres, donc j'emprunte, je rends les livres, etc., parce que sinon, bon, j'ai tant de possibilités de distraction, si vous voulez, et de rencontres, que je peux moins y travailler. Mais ça reste quand même un lieu inimitable, parce qu'avec ce libre accès au rayon, vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez. Mais vous trouvez à côté un livre auquel vous n'aviez pas songé, et qui, etc. Donc de ce point de vue, ça reste un lieu irremplaçable. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours de recherche ? Alors, mon parcours de recherche, tout vient de Thucydide, comme Jacqueline de Romilly. C'est pour que Thucydide, l'homme qui nous a fait nous rencontrer. Quand j'ai lu Thucydide en Cagne, j'ai trouvé que c'était d'une telle intelligence que je me suis dit je travaillerai sur Thucydide. Bon. Et je suis donc allée voir la spécialiste de Thucydide, qui était Jacqueline de Romilly. Et nous nous sommes merveilleusement entendus. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, j'ai passé l'agrégation de grammaire alors qu'elle voulait que je passe l'agrégation de lettres, mais elle a admis que mon argument était rédhibitoire et que mon mari ne supportait pas une femme agrégative 2 années de suite. Bon, et j'ai commencé à travailler sur Thucydide. Nous nous entendions très bien. Et alors qu'un certain nombre de ses collègues, confrères à l'étranger mettaient en cause son rationalisme, forcené, moi ce rationalisme me convenait parfaitement. Et donc elle m'a donné un sujet de thèse que j'ai trouvé intéressant sur la causalité, mais en travaillant sur cette question, j'ai eu un peu le sentiment de mettre des notes de bas de page à ce qu'elle avait elle-même déjà écrit. Et je trouvais ça un peu frustrant. Comme par chance, je faisais des cours d'agrégation à Sèvres, parfois rue d'Ulm d'ailleurs, j'ai découvert une notion qui me semblait très mal traduite d'abord, au fil des traductions des textes divers, et peu étudiée, qui était cette notion de kairos. Et donc, je suis allée expliquer à Jacqueline de Romilly que je tenais à la garder comme directeur de thèse, mais que j'aimerais bien que la formulation du sujet évolue. Elle m'a reçue avec son ironie habituelle, me disant c'est complètement saugrenu, vous avez déjà écrit beaucoup de choses, etc. Sur Thucydide, vous allez perdre du temps. Bon. Et puis, comme je suis revenue à la charge, parce que elle était têtue, mais moi aussi, elle a fini par me dire finalement vous êtes une grande fille, faites ce que vous voulez. Et donc j'ai travaillé sur cette notion, et je ne l'ai pas regretté, parce que ça m'a fait lire avec un regard différent. Les médecins, bien sûr, les médecins hippocratiques, on les lit quand on s'intéresse à Thucydide, mais pas de la même manière. La notion est cruciale pour la médecine, la notion est cruciale pour la rhétorique. Donc j'ai ainsi parcouru un certain nombre de textes sur lesquels j'avais fait des cours d'agrégation. J'ai pu reprendre des traductions et j'ai eu l'impression d'apporter un peu plus de neuf que si j'avais continué à travailler sur la causalité chez Thucydide. Bien sûr. Nous allons terminer par une petite synthèse, si ça vous convient. Quels seraient pour vous les événements qui ont été les plus marquants entre 1985 et 2000 à l'école ? À l'école. Bon, il y a eu l'horrible histoire de l'invasion de l'école, mais qui a abouti à resserrer les liens, je dirais, entre enseignants, administration et scientifique et littéraire à l'école. Car s'il y a une chose, à mon avis, dont on peut se réjouir, c'est que ces moments difficiles ont été vécus dans une parfaite entente entre les directeurs de département. Je me souviens, à l'époque, je crois que c'était Haroche qui s'occupait de la physique, qui passait ses jours et ses nuits près du laboratoire. Nous nous retrouvions dans le bureau d'Étienne Guyon. Il y a vraiment eu une très très grande entente, osmose et soutien, aussi bien du côté littéraire que du côté scientifique, aussi bien entre enseignants qu'entre membres de l'administration, ce qui ne va pas de soi. Mais là, il y a vraiment eu une très grande entente. Donc finalement, ça a plutôt été une épreuve, je dirais, qui a soudé, ressoudé les divers participants. L'administration aussi était parfaite. Je me rappelle la directrice du service des élèves, la directrice de la logistique, le secrétaire général. Tout le monde a été vraiment très solidaire. En quelle année a eu lieu cette invasion ? Alors que je ne vous dise pas de sottises, écoutez, je crois que c'était 96 ou 17, je ne sais plus. D'accord. Là, je devrais le savoir, je suis au-dessous de tout. Bon.
Bon, mais donc, ça a quand même été une épreuve, avec parfois beaucoup d'inquiétudes pour les laboratoires, pour le service du pot, enfin bon. Mais ça prouvait qu'il y avait une entité qui fonctionnait et auquel chacun était prêt à la survie de laquelle chacun était prêt à se dévouer. Il y a eu aussi des choses très drôles, c'est-à-dire que un des grands 68 arts était en poste auprès de Claude Allègre, je crois, à l'époque, et est venu voir Étienne Guyon en disant « Ça va, vous tenez bien, on envoie la police, on envoie... » Ce qui ne manquait pas d'humour quand on songeait à ce qui s'était passé une trentaine d'années plus tôt. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a eu, comme toujours, des moments drôles et des moments... Les élèves ont été parfaits également, hein, vraiment, avec tous ceux qui s'occupaient de l'association des élèves étaient en parfaite union avec nous. Donc de ce point de vue, ça a été un moment éprouvant, mais solidaire. Alors sinon, les grands moments, écoutez, il y a eu bien sûr le 150e anniversaire de l'école, il y a eu l'informatisation de la bibliothèque, et l'extension de la bibliothèque ensuite. Donc tout ça a été, un des dossiers que j'ai oublié de mentionner, a été évidemment la construction du nouvel immeuble Rateau. Alors ça aussi... si vous pouviez nous en dire quelques mots, parce que c'est un sujet particulièrement intéressant. Là, je dois dire, oui, ce serait même injuste que je ne le mentionne pas, je dois rendre hommage à Christian Baudelot, qui a été un soutien très très précieux pour obtenir de son département qu'il accepte de se déplacer boulevard Jourdan, chez les ordres mineurs, n'est-ce pas? Alors nous leur avons fait un accueil, je dirais, tout à fait confortable, c'est-à-dire qu'ils avaient de beaux bureaux, bon, les choses ont été pensées, mais sans l'accord de Christian Baudelot, nous aurions eu beaucoup plus de mal à obtenir ce déménagement du département des sciences sociales sur le site de Jourdan, qui lui seul pouvait permettre la construction du nouvel immeuble Rateau, l'extension de la bibliothèque, et qui finalement a eu pour conséquence ce merveilleux bâtiment qui abrite aujourd'hui l'école d'économie de Paris. Donc ça a été à mon avis un moment très important également, très important. Et sinon, si vous voulez, j'arrivais après une période de grands changements, puisqu'il y avait eu la fusion des écoles. Et j'avais tout de suite... tenter de rassurer et les professeurs de classe préparatoire et les élèves pour leur dire, écoutez, je suis désolée, mais nous essaierons de digérer les changements antérieurs plutôt que de lancer de grands changements nouveaux. Et en particulier, j'ai maintenu le concours AL, le grand concours littéraire, tel qu'il était pendant 3-4 ans, après tous ces changements qui avaient eu lieu et qui perturbaient tout le monde. Donc voilà mais grâce à vous, je puis dire 2 mots en effet de ce dossier du transfert des sciences sociales qui a été si important pour l'avenir de l'école. Alors tous nos entretiens se terminent par un petit questionnaire type questionnaire de Proust. Donc je vais vous demander de réagir à certaines questions. Quels mots utiliseriez-vous pour définir vos années d'études? Le plaisir. Le plaisir, oui, le plaisir, l'enthousiasme, la joie, oui. Un mot pour définir Pierre Petit-Mangin? Sagesse et discrétion. Vous en aurez 2. Un mot reflétant votre expérience de la bibliothèque d'Ulm? Enthousiasme. Votre lieu préféré à l'école? Mon lieu préféré, indiscutablement, c'est la bibliothèque. Peut-être aussi le département de sciences de l'Antiquité, parce que, comme Caïman, Marianne Bastide étant directrice littéraire, nous a beaucoup soutenus pour l'organisation de ce département, y compris pour sa structuration et pour sa décoration. Et donc, c'est également un lieu qui est cher à mon cœur. Bien sûr. Et vous avez été directrice du Centre d'études anciennes? Oui. Le moment fort dans votre parcours? Une suite de moments forts. Bien sûr, évidemment. Écoutez, non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai adoré Aix-en-Provence, j'ai beaucoup aimé Sèvres. Je me suis très agréablement trouvée entourée à Rouen, parce que j'avais de charmants collègues comme Charles de Lamberterie, qui est la même génération que moi, que je connais depuis toujours. Et nous faisions des voyages charmants en voiture pour aller à Rouen, rentrer, etc. C'était très sympathique. Et puis ensuite, à l'école, évidemment, ça a été un retour exaltant. Si vous deviez poser une question à Pierre Petit-Mangin,
Laquelle serait-ce ? Pourquoi diable est-il si modeste, ce qui nous donne à tous des complexes abominables? Je vous remercie infiniment. Je vous remercie.